Salutations à tous les auditeurs, vous êtes sur la chaîne Z6PO, première émission de cette chaîne qui est dédiée au jeu de table Destiny de Star Wars Fantasy Flight Game. Cette chaîne vous offre une analyse des probabilités, des cartes possibles, des meilleures combinaisons possibles et des observations relevées dans les compétitions de haut niveau. Sans plus tarder, nous vous présentons vos animateurs, Marc-André Larocque. Je suis Jean-Laurier Lafrance. Bienvenue avec nous autres. Une des raisons pour qu'on a voulu partir cette chaîne-là, et surtout la balado-diffusion au départ, c'est qu'on trouvait que cette scène-là, cette communauté-là de Destiny Star Wars était vraiment sous-représentée dans la communauté française. Marc-André ici, lui, est un résident de la rive sud de Montréal, à Saint-Bruno. Moi, je suis un résident de Montréal. Et déjà, on a vu une très grosse différence juste dans le niveau de compétition et les possibilités d'achat un peu partout dans les magasins. Marc m'a souvent dit qu'il n'arrivait pas à acheter plus qu'une boîte qui était celle de Legacy dans les boutiques. Il faisait des compétitions là-bas et c'était un moins haut niveau de compétition. Tandis que quand on va, par exemple, au Valet de Cœur à Montréal, on a toutes les boîtes, on a tout. On a beaucoup plus accès à des trucs. Donc, une des choses qui nous a gossé là-dessus, c'est qu'on s'est rendu compte que la communauté était sous-représentée. Aucune balado-diffusion en français. On a plusieurs trucs en anglais. Par exemple, Covenant Team, on a Tiny Grimes, qu'on a checké beaucoup moins Marc. Mais on s'est dit, pour la communauté française, pour la faire évoluer, elle avait besoin de nous, cette communauté-là. Donc, on a décidé de créer une balado-diffusion à propos de tout ça. Oui, puis Z6PO, c'est aussi une communauté internationale. On vient du Canada, on vient de Montréal, mais ça s'adresse aussi aux joueurs francophones qui viennent, les joueurs qui viennent de France, les joueurs qui viennent de Belgique, des joueurs qui peuvent même provenir de certains pays francophones d'Afrique, d'Asie. Donc, ça s'adresse à tous les francophones de la planète, de la galaxie, qui veulent se joindre à la communauté pour faire avancer le jeu, progresser, échanger. Puis voilà, c'est le concept. Ouais, moi puis Marc, comment on a commencé à jouer en fait, c'est que moi puis Marc, ça fait super longtemps qu'on se connaît. On est dans le monde des jeux de rôle, jeux de table depuis, ça doit faire à peu près 13 ans qu'on se connaît, moi et Marc. Il m'a connu quand j'avais 15 ans dans un GN qui lui-même animait. On a commencé à jouer récemment ensemble à Destiny parce qu'on jouait justement à un autre jeu de table de Fantasy Flight qui s'appelle Star Wars RPG. Ouais, jeu de rôle Star Wars. Jeu de rôle Star Wars. De Fantasy Flight Games. Exactement. On avait plusieurs games ensemble. Un moment donné, Marc s'est intéressé à ce jeu-là. Marc qui jouait déjà à X-Wing de Fantasy Flight encore une fois, qui sont des très bons jeux selon nous. Définitivement. Marc s'est intéressé au jeu de Destiny, s'est rendu compte que deux des joueurs à sa table, moi et un autre de nos amis, Charles, jouaient à Destiny. C'est donc ce qui l'a intéressé à nous joindre. Puis maintenant, 6 mois après, nous voilà en train de faire un podcast pour vous autres. Oui, puis sur la communauté Internet, on se sent un peu vide. Dans les boutiques sur la rive sud de Montréal, on l'a dit tantôt, la communauté est inexistante. Il y a des joueurs, mais on se sent seul, chacun de notre côté. Il y a peu de rassemblements sur les réseaux sociaux pour organiser des événements comme des tournois. À Montréal, ça fonctionne relativement bien. Je suis allé au Valet de Cœur. Il y a une grosse communauté. Il s'organisait des tournois là-bas. Il y avait peut-être une 25 personnes la dernière fois que j'y étais. Ça roule, c'est le fun, il y a du monde, ça discute, ça parle de leur expérience de jeu, ça échange sur ce qu'on devrait améliorer dans notre création. Une très belle communauté. À ce qu'on a vu, moi, il y a plein de gens qui voulaient m'aider. Quand je suis allé, moi, c'était vraiment à mes débuts. J'ai perdu toutes mes parties, mais à chaque fin de game, j'avais quand même quelqu'un qui m'aurait dit « Ah, t'aurais peut-être pu jouer ça. » J'ai trouvé que c'est une belle communauté. C'est ce qu'on veut essayer de ramener maintenant à la communauté parce qu'on a beaucoup progressé. On connaît beaucoup mieux les cartes qui sont plus compétitives, les sortes de decks en ce moment qu'on considère qui sont plus compétitifs, et etc. Tu as entendu? Ils ont coupé le réacteur central. Nous allons être pulvérisés. C'est de la folie pure. Donc, une des grandes questions que je voulais poser à Marc dans le premier épisode ici, on veut garder ça quand même aux bases. Premier épisode, on veut pas y aller trop intense avec vous autres. On va faire ça dans le deuxième, troisième, quatrième épisode, par exemple. Une question que je veux poser à Marc, voir sa manière de voir ça, malgré que je le sais déjà un peu. C'est, selon toi, Marc, est-ce que Star Wars Destiny, par Fantasy Flight Game, c'est un jeu de cartes ou de dés? Parce que tu sais qu'il y a les deux dans le jeu. Selon moi, c'est un jeu de dés influencé par des cartes. Je m'explique. En partant,
quand on est un joueur de Destiny et qu'on organise son jeu, on choisit nos personnages. Il y a des personnages uniques et des personnages non uniques. Dans le cas des personnages uniques, on peut choisir de mettre le personnage en élite. En partant la partie, en débutant la partie, vous avez 2 dés de ce personnage-là. Vous pouvez mettre 2 personnages à 2 dés, donc 4 dés. Commencez la partie avec 4 dés, change les probabilités, ça vous donne une longueur d'avance sur votre adversaire qui ne se concentre que sur des cartes. C'est une chose que j'ai toujours recommandé de faire à Marc. Quand il commençait à jouer, comme je l'ai dit, il a commencé à jouer un peu plus tôt que moi. Un peu plus tard que moi, excusez-moi. Puis c'est vraiment une chose au début que j'avais plus d'expérience, j'arrivais à le battre plus facilement. Puis c'est vraiment une chose que j'ai dit au début, j'ai essayé d'y amener vraiment les probabilités et le nombre de dés est quand même quelque chose de très important à avoir. Parce que commencer à 4 dés contre un deck qui va commencer à 2 dés, c'est une énorme différence de début de game. Je me rappelle, je jouais beaucoup à Palpatine au début, ce que j'avais eu dans ma première boîte que j'avais commandé. Donc je jouais Palpatine. Lequel? Palpatine Galactic Emperor. On va parler plus tard justement dans l'émission. Je jouais Palpatine, j'avais beaucoup de misère à progresser. En plus, je l'avais pas en élite. Donc en plus, je n'avais qu'un dé avec un autre bonhomme. C'était pas super efficace. Après, j'ai vu que mes amis commençaient plus à jouer des affaires à 4D. C'est ce que j'ai commencé à voir, ce qui faisait le plus de sens. Le plus. C'est beaucoup un jeu de probabilité, non, Marc? Ouais, moi j'aime beaucoup l'aspect probabilité, mais c'est pas les probabilités comme d'autres jeux FFG, comme X-Wing par exemple, qui ne donnent pas beaucoup l'opportunité de rebrasser constamment ses dés. Alors que Destiny, avec le concept de discarter une carte pour rebrasser des dés, vous permet vraiment de jouer avec les probabilités, calculer un peu les chances que vous avez, mais surtout d'avoir des cartes qui bougent pour vous, les dés, vers une figure qui vous intéresse le plus selon la situation. Et je rajouterais presque même alors à ma question que je t'ai posée au début, je rajouterais presque jeu de cartes ou jeu de décision aussi, parce que on a quand même remarqué, nous, dans Destiny, moi j'ai déjà joué un peu à Magic, joué à d'autres jeux de cartes, c'est un tour dans Magic. Tu fais ton tour au complet, tu fais tous tes trucs. Oui, il y a des trucs qu'on appelle des counterspells, des choses comme ça que vous connaissez peut-être pas, des actions qui peuvent se faire pour couper le jeu de l'adversaire. Mais dans Destiny, ici, ce qui est intéressant, c'est un rapide comme jeu. Je fais une action, tu fais une action. C'est vraiment, ça rend ça une game d'échecs, vraiment. Faut calculer ce que l'adversaire fait, ce qu'il a peut-être dans sa main. Maintenant, moi et Marc, on a joué souvent l'un contre l'autre. On connaît un peu plus nos decks, on connaît un peu plus ce qu'on a. Je peux peut-être me méfier des fois des cartes que je sais qu'il va avoir dans son deck, des choses comme ça. Fait que c'est plus une guerre d'esprit aussi. Donc tu me dis un jeu de décision, je suis d'accord, mais c'est d'abord et avant tout un jeu de dés de probabilité. Donc, Définitivement. Ils auraient pu faire un jeu de cartes simplement, en s'inspirant du jeu comme tu dis Magic. Ils l'ont pas fait. Ils ont décidé d'intégrer des dés. Et pour nous, les dés, c'est forcément des probabilités. Parfois, ça en est choquant. Parfois, on peut prendre des décisions en fonction des probabilités qu'on a de réussir. Et puis finalement, la chance fait en sorte que malgré les probabilités, malgré la situation, on prend une décision qui semblait bonne et qui était probablement la bonne une vision mathématique de la chose. Chose qu'il ne faut jamais oublier, les probabilités restent des probabilités. Exactement. Donc, peuvent être décevantes. C'est un jeu de décision, mais tu décides de jouer contre tes probabilités ou avec les probabilités. Bref, le dé fait partie, je crois, avant tout du jeu, selon moi. Mais je crois que toi, tu es un peu plus du type carte. Ben, carte, parce que je peux, à travers les cartes, arriver à ce que je veux, ce qui se passe avec mon deck ou mon paquet de cartes. Comprends-tu? Donc, bien sûr, c'est une affaire de dés, mais à travers mes cartes, je vais pouvoir me rendre à mettre l'arme qui coûte 4 exemples de cartes de ressources, mais qui me permet de faire des dégâts massifs, comprends-tu? Mm-hmm. Donc c'est pour ça que je pense que les cartes vont un peu plus t'amener à ton but. Et c'est une chose on va parler de construction de deck tout de suite après. C'est une chose que je trouve très importante dans la construction de deck, c'est de réfléchir à quel est notre but. Oui, mais il y a aussi quelque chose qu'on n'a pas mentionné. On parlait de mettre 2 personnages qui étaient valorisés par plusieurs pour comme débuter avec plus de dés possible afin d'être puissant rapidement. Et aussi l'aspect du fameux Rainbow Deck ou les paquets de cartes qui ont les 3 couleurs, donc ou même 4 dépendamment, avec le gris. Énormément d'options. Oui, le gris, le rouge, le bleu et le jaune. Et là, à ce moment-là, même si vous commencez avec 3 dés, vous commencez par contre avec une variété de cartes qui peuvent neutraliser le jeu de l'adversaire assez rapidement, malgré la quantité de dés qu'il a. Les cartes que vous avez en main permettent de lui retirer cet avantage qu'il a grâce à la quantité de cartes qui vous permettent de l'empêcher de jouer tout simplement. Exactement. Qu'est-ce que j'aimerais parler prochainement? C'est vraiment ça. C'est comment toi t'aimes construire un deck. Moi aussi, comme
quelles sont les techniques de construction de deck de base qu'on a appris à nos débuts? Parce que on va le dire quand même, on n'est pas des experts, on n'a pas été aux mondiaux, on n'a pas encore, on est relativement encore débutants, Oui. qui s'améliorent, qui commencent à devenir pas mal plus compétitifs. Mais donc, On aime le jeu, ça aide. exactement. On s'intéresse, on joue beaucoup, surtout de ces temps-ci. Il y a une espèce d'épuisement dans la communauté, ce que j'ai ressenti, parce que malheureusement, FFG n'a pas rien sorti depuis que j'ai commencé à jouer, depuis Legacy, première boîte, là. Donc ça commence à faire déjà plusieurs mois, là, plus que 5 mois. Trouve très décevant. Malgré qu'on C'est joue encore déplorable, et ouais. on commence à rechercher d'autres combinaisons qu'on n'a pas faites, parce qu'on veut pas nécessairement se tourner vers le méta, des choses qu'on a déjà vues qui ont fait qui sont super efficaces. Ouais. On essaie toujours aussi d'avoir des nouvelles combinaisons, des nouveaux trucs. On trouve un peu, on va le dire, que justement on manque en ce moment et on a extrêmement hâte à la nouvelle édition qui va sortir, Way of the Force, début juillet si je me trompe pas. On va faire un épisode spécial, définitivement. Oui. On a très hâte de voir. On a Même hâte d'avoir vos réactions aussi. Tu vas en parler durant les prochains épisodes. Tu veux aborder avec nos auditeurs les nouvelles cartes qui sont sorties en ligne ou qu'on peut On voir appelle ce qui les va arriver. spoilers. Les spoilers en anglais, effectivement, qui vont venir un peu montrer les possibilités qui vont s'offrir à nous prochainement. Ce qui déjà est très excitant pour moi, là, de voir ces nouvelles probabilités, cette nouvelle façon de jouer qui s'en vient. Là. Parce qu'on va se le dire, on en a besoin, moi et Marc, on ressent vraiment le besoin en ce moment, malgré que ça fait juste 8 mois qu'on joue. On ressent un besoin de nouveautés. Donc, je sais pas si ça va être à ce rythme-là que les éditions vont sortir. C'est un jeu qu'on adore, mais une des choses qu'on trouve qui manque, c'est la nouveauté. Peut-être au moins quelques fois par année. Au moins 4 fois par année. C'est ça, trois boosters par année, si j'ai bien compris. Selon 3 boosters, donc une booster box, par exemple. Une booster box. Selon Team Covenant, qui avait fait d'ailleurs un épisode là-dessus en anglais. Shout out à Team Covenant. Ouais. En anglais. Et qui avait dévoilé que le concept un peu de Destiny, c'était 3 boosters box par année. Par année. Et puis qu'on considère qu'il est peut-être pas assez. On pourrait peut-être être à 4, mais à 5. Je me suis informé avec des joueurs de Magic, par exemple, qui est une immense communauté, là, et qui me disaient que ça ressemblait à peu près à ça, parce qu'il y a beaucoup de rééditions de cartes qui existaient déjà, mais avec ce qui sort, ça ressemble beaucoup à Destiny. Et comme on dit, on est débutants, donc nous, on met nos commentaires là-dessus en ce moment, mais nous, c'est ce qu'on ressent en ce moment. Peut-être que la communauté est encore trop jeune aussi. Oui, mais le problème, c'est que il y a une boîte de sortie, on est rendu au mois de juin. Mm-hmm. Ça fait 6 mois, une boîte de sortie, c'est pour en sortir 3 par année. Donc, la division temporelle de l'année est mal construite. Ça a épuisé les joueurs en 6 mois plutôt que de le sortir aux 4 mois. Donc, une date fixe ou déterminée à l'avance. Et ça, c'est un problème récurrent chez la compagnie FFG. En difficulté, quand ils vont sortir les produits, les dates exactes, on fait beaucoup d'erreurs, surtout avec le jeu X-Wing. On dirait que c'est autant que leurs jeux sont si bons, autant que l'organisation au niveau de la distribution puis du développement des produits laisse à désirer parfois. Et c'est aussi pour ça qu'un de nos jeux préférés de Fantasy Flight, c'est les RPG, parce que ça, ils nous sortent les livres, et après ça, c'est plus une affaire d'imagination, malgré qu'ils nous sortent des nouvelles races, des nouveaux trucs. On a déjà notre base pour jouer et pour se créer des histoires dignes des films, du dernier film Han Solo, disons. Oui, très bon film, selon moi. Oui, moi aussi, je l'ai vu aujourd'hui même et je dois dire je l'ai apprécié. J'avais eu beaucoup de mauvais reviews. Oui, les reviews étaient mauvais. Toi, tu m'avais dit que tu l'avais aimé. Oui. Je l'ai aimé. Je trouve pas que c'était un excellent film, mais j'ai été très satisfait. Je vais même dire que je l'ai plus aimé que Last Jedi, que j'ai eu beaucoup de misère avec. Ouais, je pense que c'est... Disons-le. Oui, dans la communauté, il y a beaucoup de monde qui ont moins aimé Last Jedi. Il y a quelque chose de rafraîchissant dans Solo. Il y a quelque chose de deck jaune. Oui, hein? le Rogue est là. Deck jaune. Même chose que moi et Marc, on a adoré dans Rogue One, of course. Vraiment, le côté sale de Star Wars, le côté moins... C'est intéressant que ça soit Disney qui le fasse, ça. Parce que c'est le côté plus sale, excusez-moi, le côté plus... Oui, c'est ça. Underworld. C'est sale aussi. Ouais, exact. C'est sale. La boue, comme Marc me mentionnait durant la guerre, quand Solo... Pas trop de spoilers. Hey, je vais t'arrêter là pour ceux qui n'ont pas vu le film encore. Je vais te relancer sur la question que tu m'as posée. Destiny, jeu de cartes ou jeu de dés? Moi, personnellement, comme j'ai dit tantôt, c'est vraiment un jeu de cartes. Parce qu'on arrive nulle part à ce jeu-là sans les cartes. Tu peux avoir un deck qui commence avec tes 2 caractères avec juste des armes qui vont mettre les plus gros dés possiblement, mais si t'as rien pour t'amener à jouer la grosse carte,
qui vaut 3 de ressources, 4 de ressources. Ça aussi, c'est une affaire qui est très importante. Les ressources et les dégâts, c'est quelque chose qu'il faut absolument calculer. Donc, faut se rendre là. Et à travers ça, c'est les cartes. C'est un truce. Je sais pas si vous connaissez la carte truce qui va t'aider, donner une ressource ambush. À ton adversaire aussi, mais ouais. très bon. Des affaires qui gagnent des ressources ou des affaires qui vont enlever les dés de l'adversaire. Bon, un adversaire arrive avec une mentalité, j'ai toutes les dés qu'il faut, j'ai tout ce qu'il faut dans mon deck, mais il n'y a aucun truc pour mitiger les dés de son adversaire et pour arrêter un peu le jeu de son adversaire, tandis que de mon côté, exemple, je vais avoir mon plan, mais j'ai un 6 cartes qui est là juste pour enlever des dés, enlever des cartes dans les mains. Ce qui va faire que cette personne-là, son plan, son master plan, si je peux dire, va être complètement confus. Donc, une affaire de cartes beaucoup plus selon moi, mais qui est très côté probabilité. Le côté des probabilités est beaucoup plus sur les dés, comprenez-vous? Parce qu'on a un deck de 30 cartes. Un deck de 30 cartes, mais les dés, c'est des dés à 6 faces. Donc après ça, quand on arrive à mettre le dé, on a donc une chance sur 6 de pogner son meilleur côté. Vois-tu? Donc selon moi, c'est vraiment ça. Jeu de cartes avant un jeu de dés, après un jeu de dés, puis après un gros jeu de décision, selon moi. Personnellement, je suis pas très chanceux au dé, selon moi. Mais encore une fois, je pense que à force de se concentrer sur les mauvais coups, on finit que par les voir. Mais pour rectifier la situation, pour ne pas que ça m'arrive constamment, j'aime beaucoup intégrer des dés des cartes qui vont modifier mes dés. Oui, exactement. Qui vont permettre de choisir la face que je désire. Et souvent, la moitié de mes cartes que je vais choisir en premier, je le constate, ce sont des dés qui vont contrôler la chance, donc évincer la chance. Donc les fameux focus qu'on appelle. Qui ça vont permettre de faire tourner les deux. Je prends comme exemple la carte Mass Goggles, qui coûte une ressource. Il y a donc un côté de 2 focus, qui est extrêmement fort. Encore une fois, je ramène à ton deck Obi-Maz, Elite. C'est très très fort quand on a 2 dés qui montrent une phase de 3 de dégâts. On prend un 2 focus sur Mass Goggles qui a coûté qu'un. Et après, les 2 dés de Obi-Wan Elite peuvent être modifiés pour un 3 de dégâts. Il y a plusieurs cartes. Il y a aussi Alter qui permet de modifier 2 dés pour 2 ressources. Donc, on peut mettre 2 faces. Malheureusement, c'est pas embuscade, c'est pas ambush. Donc, l'adversaire a le temps de venir s'insérer dans votre chance contrôlée, puis de finalement retirer les dés que vous avez finalement modifiés. Le problème aussi, c'est que ce n'est pas des cartes embuscades comme... par exemple, une carte qui te permet de le faire dans le côté obscur, il y en a une qui permet de faire ça, c'est Strike, si je me souviens bien, ou Strike, qui permet de, pour un de ressources, modifier une face et de tout de suite utiliser résoudre le dé. Effectivement. Donc ça, c'est quelque chose aussi d'important qu'on va reparler dans le prochain épisode au niveau de la rapidité d'exécution qui peuvent rapidement influencer le jeu. Exactement. Construire un deck, Gilo, tu voulais nous en parler aujourd'hui? J'aimerais ça, juste encore dans les bases, juste des choses comme vous expliquer aussi qu'est-ce qu'on va vous parler quand on compte nos histoires de comment on a qu'est-ce qui est important dans la construction de deck, où est-ce qu'on s'en va avec ça, est-ce qu'on double les cartes, est-ce qu'on en garde une. Moi je suis vraiment un fervent de doubler mes cartes souvent. Je vais très rarement avoir des paquets de cartes qui ont une seule carte comme ça. Je vais essayer de baser mon calcul sur cette carte-là est meilleure que celle-là. Donc, pourquoi est-ce que j'aurais une fois celle-ci et une fois celle-là quand je pourrais avoir 2 fois celle-là? Moi aussi, et personnellement, je préfère doubler les cartes. Surtout rendu à un certain stade où on a utilisé les cartes qu'on préfère et on veut être certain de les obtenir dans notre main. Parce que 2 cartes sur 30 dans ton paquet de cartes, comparé à une carte sur 30, ça passe de une chance sur 30 à une chance à 15. C'est quand même énorme. Oui, c'est pas négligeable. Puis, c'est ce que tu peux avoir, d'autant plus qu'on l'a mentionné en début d'émission aujourd'hui, d'épisode, c'est qu'on pouvait aussi, si on n'était pas satisfait, faire notre fameux mulligan ou notre changement de carte au début de la partie et repiger les 5 nouvelles cartes qui augmente encore plus les chances, si vous avez 2 de ces cartes-là dans votre paquet, de les obtenir en partant au début de la partie. Donc, on va quand même le dire, un jeu qui nous donne quand même pas mal de chance. Autant au niveau du mulligan, rerouler les dés souvent pour, en discartant une carte, qui peut être moyen, mais en même temps, on a toujours une carte dans la main qui est moins importante, qui est celle que je discarterais peut-être celle-là. Oui, dépendamment de la situation, dépendamment du nombre de ressources. Moi, la plupart du temps, quand ça m'arrive, c'est que je dois faire un choix déchirant. J'ai 3 cartes ou 4 cartes en main. Je peux pas tous les jouer parce que j'ai seulement 2 ressources en début de tour. Donc, je vais devoir sacrifier une de ces cartes-là, malgré le fait qu'elle soit très bonne, pour rectifier une situation ou essayer au moins de
infliger des dommages à mon adversaire. Et à la fin, tu sais si ça paye ou non. Et c'est donc là que, quand je parle de jeu de décision, c'est ça que je veux dire. C'est que des fois, tu prends une décision que t'as pas le choix de prendre ou... Il y a souvent des décisions déchirantes dans ce jeu-là. Oui, on vient à un jeu de dés ou jeu de cartes. C'est sûr que quand les cartes permettent de rerouler tes dés, ça devient une synergie aussi à quelque part, là, et surtout des cartes qui permettent de les modifier ou de les retirer. Donc finalement, c'est les dés qui sont fortement influencés par les cartes. Je pense qu'on pourrait difficilement jouer à ce jeu-là sans avoir aucune carte, seulement des dés. On ne pourrait pas rerouler, ce serait ce qu'on a seulement, le jeu deviendrait beaucoup moins intéressant. Les cartes amènent cette profondeur-là, cette organisation-là derrière la chance du dé, là, qui est la base, je pense, du jeu et de l'expérimentation. Si on regarde les joueurs qui font des tournois, des mondiaux, c'est du monde qui ont essayé des cartes constamment, qui ont essayé de voir les possibilités, les probabilités. Et qui ont passé énormément de temps à passer, exemple, sur le... Je sais pas si vous nous écoutez, vous connaissez pas déjà le deck, le site SW Destiny DB, donc Deck Builder. C'est un site vraiment, vraiment intéressant où il y a toutes les cartes. Vous pouvez construire un deck très facilement. Si vous avez jamais checké ça et vous jouez depuis... C'est de base. C'est vraiment... Si vous avez jamais connu ça, allez voir www.swdestiny.com. Donc, qu'est-ce qu'on dit, c'est que les gens qui sont mondiaux ont passé sûrement énormément de temps sur ce site-là, connaissent les 750 cartes probablement par cœur, connaissent les combinaisons, etc. Et ça revient aussi au manque de nouveautés. C'est bon, 750 cartes. Ça sera rendu à, je pense, plus de 30 000 Magic. Exactement, mais ça fait combien de temps que ça existe? Exact, c'est nouveau. Star Wars, ça fait 2 ans, là, même pas 2 ans. Si je me fie, ça fait 3 boîtes de première édition. On avait Awaken qui est sorti en premier. Après, il y a eu quoi? Empire's at War, Spirit of Rebellion, et puis Legacy. Rendu là, c'est très peu. On n'a même pas fini à 2 ans. Way of the Force qui va changer. Je pense que d'ici la fin de l'année, on va quand même une variété qui va commencer à être intéressante. On va être encore dans les balbutiements d'un nouveau jeu. Il y a de l'effervescence aussi, un peu, quand même, qui se crée, des jeunes communautés. D'ailleurs, c'est la raison de notre chaîne Z6PO, c'est de rehausser un peu l'engouement par rapport au jeu. Définitivement. Je suis désolé. R2, qu'est-ce que tu fais là? Oui, je vois bien que tu sers à boire, mais cet endroit est dangereux. Ils vont exécuter Maître Luc, et si nous n'y prenons pas garde, nous aussi. J'aimerais avoir ta confiance. Rebonjour tout le monde. Donc, pour ce segment de l'épisode d'aujourd'hui, nous allons parler de personnages qu'on peut jouer dans le jeu Star Wars Destiny. Un segment qu'on va faire à chaque épisode. Oui, un segment qu'on fait à chaque épisode, et à chaque épisode, il y aura des personnages différents selon la thématique souvent de l'émission. Et aujourd'hui, étant donné que c'est une émission qui va un peu plus large, on parle un peu plus de la communauté en général et du jeu en général, bon, on s'est décidé qu'on parlerait de personnages un peu plus de façon un peu plus générale aussi. Ce sont les personnages de Palpatine, les Palpatine, parce qu'il y en a 2. Et toi, Jean-Laurier, t'en as exploré un plutôt que l'autre. Oui, moi, la première fois quand j'ai commencé à jouer, je me suis acheté une booster box, qu'on appelle, et dedans, j'ai pogné Palpatine Galactic Emperor, qui est un personnage à 21 points et 28 points en élite, qui a 15 points de vie, un personnage assez puissant, je dirais, qui est peut-être sur le bord d'être dans les tops des personnages, je dirais juste à la porte, disons comme on dit des gatekeepers, les gens qui sont juste à la porte d'être dans les tops. Je vais vous décrire son dé un peu. On a une phase de 2 range, 3 range, 2 discard, donc discarter 2 cartes de la main d'un adversaire, 2 boucliers et une ressource. Mais une des plus grandes forces de ce personnage-là, Palpatine, c'est dès qu'on résout le dé de Palpatine, peu importe ce qu'il y a dessus, on force l'adversaire à infliger 2 dommages à ses personnages à sa guise. Ouais. Ce qui peut rendre ça très fort si on arrive à relancer ce dé-là, et relancer, et etc., et toujours infliger beaucoup de dégâts. Et c'est comme ça que moi je l'ai utilisé quand même récemment avec Bib Fortuna. Bib Fortuna qui est un personnage jaune, 9 points de vie, 9 ou 12 en élite. Un focus, un disrupt, enlever une ressource et 2 spéciales. Et la force, c'est ça que j'ai trouvé là-dedans. En fait, c'est Marc qui m'a ouvert les yeux la première fois. Il m'a dit que je pouvais jouer avec Bib. Pourquoi tu joues pas avec Bib? Parce que un des gros problèmes, je sais pas si tu l'as mentionné, les points. Ouais, exact. Une affaire de points. C'est les points. Palpatine est très cher. Il est fort, mais... Est-ce que c'est le plus cher? Je pense que c'est le plus cher. C'est le plus cher de tout le jeu. Donc, à 21, même pas en élite, c'est 1 dé pour 21 points. Je trouvais ça super intense. Et comme je vous ai expliqué plus tôt,
je cherchais à créer quelque chose que j'avais pas nécessairement 4D, mais qui donnait un peu le sentiment que j'en avais 4. Parce qu'avec Bib et ses 2 spéciales, je peux rerouler un dé que j'ai déjà utilisé avec Palpatine dans mon pool. On appelle ça un pool de dés. Tu reprends le dé de Palpatine. Exactement. Donc, je vais pouvoir peut-être faire un 3 dégâts range, donc 2 de plus. Un dé qui fait 5 dégâts et qui revient plusieurs fois dans le deck. Et après ça, je rajoute Conning. Je sais pas si vous connaissez Conning, qui est la carte qui permet de faire un spécial sur n'importe quelle carte en jeu. Mais bien sûr, je vais le faire sur Bib, qui va me refaire encore une fois relancer Palpatine. Et même le Command Shuttle à 3 points, qui me permet encore lui aussi de rerouler un des dés de... Donc, j'ai toutes ces cartes-là dans le deck avec plein d'affaires pour accélérer mon processus. Ça a rendu quand même un très bon deck jusqu'à ce que Marc devienne un peu meilleur. Puis, ça a l'air que maintenant, Bib est rendu juste un peu au-dessous. Il a fallu que je trouve d'autres combinaisons avec d'autres personnages parce que Palpatine, selon moi, malgré que c'est un personnage très puissant, il est trop cher en coût de points. Quand tu compares ça à des personnages comme Ayla à 12, qui a bien sûr beaucoup moins de vie parce que Palpatine a 15 points de vie. Très très bon à matcher avec Rise Again. Je sais pas si vous connaissez. Oui. Il me semble que c'est 5 points. 5 points pour redonner 5 points de vie à un personnage unique bleu et mettre un upgrade de la pile de disquettes sur lui gratuitement. Ce qui fait qu'avec une carte bleue comme ça dans le villain, si on peut mettre des Lightsaber qui coûte 3 points à jouer, donc qui serait gratuit à ce moment-là, en plus de soigner de 5. Exactement. C'est très très puissant. Mais donc, le problème, c'est aussi la ressource que ça prend. J'imagine que pour jouer le château, tu as spécifié lequel? 3 pour Command Shuttle. C'est un support Exactement. qui, c'est spécial, fait en sorte que tu peux rerouler un dé. Rerouler d'autres, donc tu reprendrais le Palpatine, que tu vas rouler une fois de plus. Quand tu parlais de range tantôt, c'est les dommages à distance, celui avec le symbole de fusil. Donc 2 ou 3. Donc pardonner les anglicismes. Tu pourrais faire 3 dommages de distance, 2 dommages indirects parce que tu utilises ton dé. Rejouer ce dé-là à plusieurs reprises, donc toujours faire 2 dommages indirects à chaque fois, systématiquement. Plus les chances d'avoir 2 ou 3 sur le dé. Juste me corriger moi-même, je viens de regarder le Command Shuttle. C'est utiliser une habilité spéciale sur un de vos personnages. Donc, bien sûr, sur Bib, pour encore une fois rerouler Palpatine. Il y a 2 fois le special aussi sur le Command Shuttle. Donc, j'ai vraiment basé un gros deck sur les specials en général. Je pense que j'avais 21, 22 ou même 24 faces de spécial juste sur mes dés. Wow. Et c'est vraiment ce que je vise. Donc, c'est toujours rerouler le spécial pour rerouler le Palpatine, qui finit par infliger énormément de dégâts. C'est un très bon deck. C'est malheureusement plus niveau. Je le joue plus vraiment beaucoup. Mais c'est un deck que j'ai vraiment beaucoup aimé. Parlons donc de ton Palpatine, mon Marc. Oui, mon Palpatine, c'est le Palpatine Dark Sidious. Donc, c'est le personnage de la carte avant qu'il soit défiguré par Mace Windu. Là, donc, alors qu'il est à la tête de la République. Et c'est un personnage qui m'a été révélé en jouant une partie contre quelqu'un d'autre. Et j'ai trouvé ça vraiment intéressant comme personnage, étant donné qu'il permet, selon les phases qu'on passe, et encore une fois, il y a une partie, on l'a mentionné tantôt, une partie de probabilité qui vient souvent me nuire avec ce personnage-là, mais les probabilités que ça fonctionne sont quand même là. Donc, si jamais vous brassez différentes phases, que ce soit des phases de dommages au corps à corps, en mêlée, que ce soit la phase de dommage, il y a un 2 de distance de tir sur une des phases de dés, il y a un 2 de dommage de corps à corps, il y a un 2 dommage indirect, puis il y a 2 faces à une ressource qui donne une ressource, puis finalement une carte, une face rouge, donc blank, vide. Le fameux blank. Le fameux blank. Mais si vous obtenez, dépendamment de votre brassée, si vous obtenez 2 faces d'attaque différentes, ben vous pouvez, avec une power action, donc une action qu'on peut faire seulement une fois par tour, vous pouvez diminuer le coût d'une carte que vous voulez mettre en jeu par rapport au nombre de différents symboles sur votre table. Donc, ce que ça permet de faire, c'est que ça permet de jouer des cartes comme Rise Again, qu'on n'a pas parlé depuis le début de l'épisode, qui a 5, et une carte qui vaut 5 coups, réduire de 2 voire 3 coups de moins. Là. Donc, une carte qui coûterait seulement 2. Et là, on va avec ça des possibilités de cartes qui normalement sont très dispendieuses, qu'on peut jouer à plusieurs reprises dans le même tour. Là. Je pense entre autres à du Decisive Blow, qui retire, quand vous attaquez avec un mêlée à votre adversaire, vous retirez tous ces dés ainsi que ces dés d'upgrade, donc d'équipement que vous avez tout d'un coup. En plus du afficher les dommages du corps à corps que votre dé. À 3 coups, par exemple, je trouve que c'est pas une carte que je n'utiliserais jamais. Parce que c'est beaucoup trop cher. Non plus. Mais dans ce style de deck-là, elle peut rien coûter.
Exactement. Si vous avez une face indirecte de 2 dommages indirects, une face avec 2 dommages de tir, puis vous le jumelez avec un autre personnage comme que j'aime bien le faire et que la personne l'avait fait d'ailleurs, avec Anakin Skywalker. Pas en élite, mais tout de même, un personnage qui a plusieurs faces, 2 faces de corps à corps. Donc Anakin Skywalker, Conflicted Apprentice, donc un apprenti conflictuel ou bon, bref. Si vous jouez ce personnage, son habileté spéciale à Anakin, c'est qu'il défausse une carte vilain pour faire 2 de dommages. Donc, carte vilain dit aussi lightsaber. Donc, Dark Maul lightsaber, qui coûte 3. Vous avez aussi les Crossguard lightsaber que vous pourriez utiliser. Et là, faut pas oublier, on discarte la carte, on se dit c'est pas bon, mais on parlait de Rise Again auparavant. Rise Again, qui peut coûte 5. être joué pour donc 2. Peut être joué pour 2 ressources, faire regagner 5 de vie à Palpatine ou à Anakin, et mettre un lightsaber à 3 du coup. Ouais. Ça finit par coûter 2 pour avoir 5 de vie et une arme à 3 gratuitement. C'est un excellent combo. C'est très fort. Je me suis fait faire, c'est très efficace contre moi. J'ai essayé de le refaire à ma façon. Ça a plus ou moins bien fonctionné, principalement à cause des résultats sur mes dés qui n'obtenaient jamais vraiment de différence au niveau des faces de dés, ce qui me permettait pas de faire un power action, ou du moins si je faisais le power action de Palpatine, ça me réduisait simplement d'un 1 ou maximum de 2 les coups de mes cartes, ce qui réduisait un peu la vitesse à laquelle jouer ces cartes dispendieuses. Autre carte dispendieuse que vous pouvez jouer avec ce genre de personnage, c'est Snare, qu'on voit très rarement, qui coûte 3, et qui, si jamais vous avez un personnage ou plus d'épuisé ou de jouer d'exhaust, vous pouvez exhaust un personnage adverse sans qu'il puisse rouler ses dés durant le tour. Dans ce cas-là, une chose très très puissante, parce qu'on s'entend qu'un personnage qui peut avoir déjà 2 dés de base, peut avoir 3 armes dessus, donc avoir 5 dés. Donc si on exhaust le character, pardonnez-moi, avant qu'il puisse le jouer, c'est 5 dés de probabilité qui vont servir à rien, qui vont forcer l'adversaire à claim, comme on dit, à prendre le battlefield et à avoir son habilité, mais ce qui fait perdre un tour. Puis encore une fois, une chose très importante qu'on s'est rendu compte, moi et Marc, dans ce jeu-là, c'est qu'on n'a pas tant de tours que ça pour terminer la partie. On n'a pas 6 tours. Il y a une moyenne de tours dans une partie, c'est de 3 à 4 à 5 tours, je dirais, entre 3 et 5, mais 3 à 4. C'est comme 4 a une belle moyenne. 4, on sait qui gagne la partie. Définitivement. Moi, à moins que ce soit des constructions de deck avec des personnages qui veulent épuiser l'adversaire. Exactement. Peut-être qu'à ce moment-là, ça peut s'étirer un peu plus. Mais des règle générale, qu'on va appeler des mill decks. Ouais. Mais règle générale, c'est des parties qui vont jouer en 4, 5 tours. Là. De toute façon, il y a 30 cartes, 5 cartes dans la main à chaque début de tour, à moins que tu ne les épuises pas tous. Maximum, si on fait le calcul, le maximum 6 tours, 5 x 6, 30. 6 tours, après t'as plus de cartes. La partie. Il y avait un autre personnage aussi qu'on voulait jaser, mais en fait, on a décidé que ça serait peut-être mieux si vous en discutez. On veut vous inviter à venir discuter sur notre page. Tout ça, c'est un personnage quand même très intéressant qui a été mentionné dans le dernier film de Solo, justement, Bossk Wookiee Slayer. Oui. Un personnage intéressant. Un Trandoshan. Un Trandoshan, donc qui tue les Wookiees. On le trouve vraiment cool. La capture. Exactement. On le trouve vraiment très intéressant. On aimerait ça que vous nous parliez ce que vous pensez qui peut être compétitif, dans quel genre de deck. Est-ce que vous avez joué ça, vous avez gagné avec ça, ou perdu, trouvez que c'est pas si bon. On veut votre avis sur Bossk. On trouve ça important, essayer de lancer des conversations, savoir comment jouer, parce que on peut faire à chaque épisode, on veut parler de personnages, puis je voulais diversifier un peu. Étant donné qu'on a parlé de 2 personnages carte bleue, donc qui utilisent la force, 2 personnages en plus qui sont vilains, evil, et on voulait un peu diversifier. Donc je me suis dit peut-être une carte jaune, ça pourrait être intéressant, une carte rouge. Et finalement, une carte que le monde n'utilise pas. Essayer de faire revivre des cartes que le monde n'utilise plus. Ce qui est rendu possible maintenant qu'on a d'autres éditions, justement. On se plaignait un peu qu'il n'y avait pas assez d'éditions, mais il y a des cartes peut-être qu'on se dit dans les premières éditions qui ont été on a dit c'est pas des bonnes cartes, ça va pas être utilisé. Mais on pense que maintenant, avec les nouvelles éditions qui sortent, on peut retrouver des nouveaux combos, retrouver des nouveaux trucs à faire avec ça. Donc on vous invite vraiment à venir discuter sur la page Z6PO. Bossk, on va mettre une Quoi image. faire avec? Quoi faire avec Bossk? Quoi faire avec? Ou ne pas faire si vraiment c'est pas votre type de personnage. C'est difficile parce que son habileté spéciale, c'est vous pouvez, si vous voulez, quand vous l'activez, changer un dommage d'un personnage vers un autre en ignorant ses boucliers. Un personnage, un dommage. Mais ça me fait penser un peu à la carte de Relentless Pursuit.
Une carte je me semble, qui est 0. Ouais, on voit le personnage de Boba Fett sauter. Ouais, exactement, une carte des 0 qui permet de bouger 2 dommages en ignorant les boucliers d'un personnage adverse à l'autre. Donc c'est mieux. Ça peut être, ouais, exact. Bossk. C'est plus intéressant que Bossk, c'est 0. C'est vilain, par exemple, donc faut l'avoir dans un deck vilain seulement. Bossk, comme Bossk. Exactement. Relentless Pursuit avec Bossk pourrait faire modifier. C'est une grosse surprise aussi. La grosse différence, c'est que Bossk, on l'a sur le special. Oh non, c'est une action qu'on peut faire. C'est en activant le personnage. C'est en activant le personnage, voilà. Donc, dans le cas de Relentless Pursuit, c'est une carte cachée dans la main. Parfois, on va avoir des gens qui vont ils vont mettre un personnage, se le laisser à 1 de vie pour que l'autre personnage ait le moins de dégâts dessus. Et là, d'un coup, bang, on transfère des galons, on tue un personnage qui a peut-être des upgrades dessus, on enlève des dés. Mais c'est circonstanciel. Définitivement. Donc, est-ce que c'est fort? On sait pas. On veut vos commentaires là-dessus. Autant sur Boss que sur Relentless Pursuit. Trouvez-nous une façon de le jouer. Ouais, exactement. Avec qui jouer, avec qui peut être performant. J'ai ma petite idée, moi, personnellement, peut-être l'utiliser comme une espèce de punching bag pour votre adversaire, c'est de ramasser, parce qu'il y a beaucoup quand même de points de vie. Donc, est-ce qu'il serait là simplement pour attirer les dommages adverses? Est-ce qu'on pourrait le guérir? Avec qui jouer? Parce que même au niveau du dé, je trouve que Bossk a un dé difficile à jouer ou à complémenter avec des upgrades. Le 3 payant, ouais. Un dégât à distance, plus 2 dégâts à distance, un 3 dégâts mêlés, c'est juste match pas avec les distances, qui coûte 1 en plus, un disrupt, donc enlever une ressource et une ressource. Toi, le jouerais-tu Elite? Je sais pas si je le jouerais au départ. C'est pour ça qu'on demande. C'est pour ça moi, j'aimerais jouer. J'aime le personnage, j'aime son histoire. Je connais un peu. On le voit d'ailleurs dans la télésérie Clone Wars. Bien sûr. Dans les vieux films, épisode 4 ou 5, je crois, quand il demande aux chasseurs de primes de retrouver la princesse et Han Solo. Un autre classique où on voit aussi IG, un autre. Oui, IG-88. Ouais. Donc, c'est un personnage qui est très intéressant. J'aimerais le jouer parce qu'il est supposé être très puissant comme personnage. Donc, c'est à vous de trouver la meilleure façon. Et on va reparler à notre prochain épisode ou dans les prochains épisodes, la meilleure combinaison que vous aurez trouvée pour Bossk. Ah, quand même! Où étais-tu passé? Ils viennent par ici. Qu'est-ce qu'on va faire? Ils vont nous déporter dans les mines de sel de Gazelring. Peut-être pire, nous envoyer à la casse. Une seconde, où vas-tu? Alors, bonjour, bienvenue à ce dernier segment de l'émission, qui est la capsule Prémonition de la Force. La capsule Prémonition de la Force, c'est la capsule qui consiste à voir ce qui nous attend dans le futur, au niveau des cartes, et au niveau aussi du jeu, comment est-ce qu'il va changer prochainement. Donc, Jean-Laurier, tu nous as trouvé quelques découvertes que tu vas nous expliquer. Exact. Ce que j'ai vu dans ma boule de cristal, mes chers, les cartes qui vont sortir pour Way of the Force. Une affaire que j'ai trouvée super intéressante, vraiment nouveau et vraiment cool, c'est la sortie de quelques personnages qu'on va voir qui vont venir. Des personnages Gungan. Je sais pas si vous êtes fan de ces personnages, si vous les haïssez, mais je pense que dans le jeu, ça va amener un côté vraiment intéressant du côté des blanks. Fait que je vais vous présenter un peu les personnages rapidement. On a eu Boss Nass qui est sorti, un Gungan. 9 ou 12 points en élite, à 9 points de vie. 2 indirects sur le dé. Un focus, un disrupt, encore une fois, enlever les ressources. Une ressource, 2 blanks. C'est vraiment le gros truc dans les decks Gungan, la genre de synergie qu'on a essayé d'amener. Ouais. C'est sur les blanks. En général, on n'aime pas ça, brasser les blanks. Parlez-en à Marc. Si c'est un habitué de brasser les blanks. Si vous êtes malchanceux, c'est la chance d'être chanceux dans votre match. Je vois quand même beaucoup Marc jouer ce deck-là, parce qu'il est quand même très malchanceux, et il aime pas ça être malchanceux. Peut-être ça pourrait donner un peu l'amour d'être malchanceux et du jeu, parce qu'il aime quand même beaucoup pas ça. Donc comme je l'ai dit, le dé, je vous l'ai déjà dit, l'habilité vraiment intéressante de Boss Nass, c'est après qu'on ait activé un Gungan, vous pouvez faire un dégât indirect égal au nombre de dés qui ont roulé des blanks. Ce qui nous ramène à des personnages qui existent déjà, exemple comme Jar Jar Binks, qui a un seul blank, mais qui va permettre de rerouler ces dés-là après, qui ont été tous blanks, qui ont fait des dégâts indirects, puis après on peut les rerouler pour avoir d'autres dégâts. Belle synergie. Exactement. Et après, une autre carte qui est sortie en même temps que Boss Nass, c'est le Gungan Warrior, un petit personnage à 6 points de vie, un dé, un de mêlée, donc dommage en combat de corps à corps, 2 indirects, un bouclier, un ressource, et encore 2 blanks qui peuvent permettre donc, si vous faites un deck avec
2 Gungan Warrior, un Boss Nass, un Jar Jar. Ça peut être très intéressant sur les blanks. On fait beaucoup d'indirects à chaque fois qu'on roule des dés inintéressants. Finalement, nous ramène à la dernière carte qui ont sorti en même temps, qu'on appelle Dumb Luck, un événement Hero jaune qui coûte 1. Vous pouvez spot. Quand on dit spot, c'est juste qu'il faut avoir sur le jeu un personnage de la couleur qui n'est pas mort. À soi. À soi? Oui, je me suis fait dire, apparemment, spot, ce serait à nous. Donc, on peut pas spot un Oui, personnage adverse définitivement. Donc, jaune. Il faut que ça soit notre personnage qui soit jaune. exactement. Donc, on doit spot un personnage jaune ou un Gungan, ce qu'il va faire dans un deck avec Jar Jar. Comme je dis, of course, c'est très facile à faire. Jar Jar qui est rouge. Jaune. Jar Jar qui est jaune, bien sûr, tous jaunes. Fait que ça serait vraiment des decks... oh non, le Gungan Warrior est rouge. Et Boss... Boss Nass sont rouges, Boss c'est vrai. Nass Bon aussi point, rouge. bon point. C'est vrai. Donc, ça permet de faire des bons decks Ouais. jaune-rouge, des choses qu'on voit pas assez souvent. Parce que vraiment, dans la méta, le bleu, le jaune, N'importe. le rouge est... En ce moment, ce qu'on espère voir dans Way of the Force, des très bonnes cartes rouges qui vont rééquilibrer toutes les... Pour ça qu'on est content de voir des personnages intéressants comme ça, comme les Gungan. Je vous ramène à la dernière carte de notre capsule Prémonition de la Force, le Dumb Luck, qui va encore matcher avec toutes les Gungan. C'est donc un événement, comme je l'ai dit, à une ressource qui va vous permettre de spot un Gungan pour rerouler 5 dés pour 1. Rerouler 5 dés. Et après, vous faites faire un dégât indirect pour chaque dé qui a roulé un blanc. Ce qui fait donc, encore une fois, vous allez pouvoir tout rerouler vos Gungan, vos Boss Nass. Et encore une dernière fois, vous roulez Jar Jar. Et là, vous pouvez rerouler toutes vos affaires qui ont eu des blancs, ce qui rend ça quand même assez exponentiel. Donc, voici, moi, ce que j'ai trouvé très intéressant dans les spoilers qu'on appelle, ou notre capsule qu'on appelle Prémonition de la Force. Ce qu'on va voir dans le futur, on va vous la faire à chaque épisode, en fin d'épisode, jusqu'à ce que l'édition Way of the Force sorte. Et voilà. Est-ce que tu penses que ça va être plus à jouer pour des casual games, c'est-à-dire des parties entre amis, ou tu penses que l'arrivée des Gungan puis de la malchance sur les dés va devenir compétitif? Pour être honnête, la manière que je regarde ça, je vois pas ça être compétitif en ce moment. Vu déjà là que c'est des dégâts indirects. Une chose qu'on va parler dans des épisodes. Ouais, on va avoir un épisode qu'on va faire. Ça va pas être le prochain, ça va être sûrement l'autre d'après. Moi, je pense que vu que c'est des dégâts indirects, ce qui donne beaucoup de choix à l'adversaire où mettre les dégâts, ce qui te permet pas de tuer un personnage assez rapidement pour lui enlever ses dés, enlever les options à l'adversaire. Je pense que ça va être plus qu'on dit casual, petite game entre amis, dans lequel les petits... Un peu comme les droïdes B1. Les B1, exactement, les clankers. J'ai beaucoup d'anglicisme, pardonnez-moi, j'ai écouté toutes les émissions en anglais. Non, mais justement, les fameux B1, droïdes B1 de la gamme des clones. Roger, exactement. Même chose pour ça, des decks très intéressants, je trouve, mais qui vont jamais se rendre à un niveau de compétition comme un Maz Obi-Wan, un Seven Sister Boba, des decks vraiment qui dans les méta sont très gros en ce moment. Est-ce que tu penses que ce serait plus efficace un deck droïde B1 ou un deck Gungan? J'aime bien comment on s'enligne sur les Gungan en ce moment, par exemple. Ça me rappelle juste une carte me revient aussi qui pourrait fitter avec ça, le Runaway Boomas. Je sais pas si vous connaissez, une carte à 3. Un support à 3. Le dé qui a 2 fois 2 d'indirect, une fois 3 d'indirect et 3 blanks, encore une fois, des affaires. Et toutes des affaires visuellement, des decks comme ça que j'adore. C'est tout concept, parce qu'on est là avec des Gungan, avec les Runaway Boomas, qui sont vus dans les... On vient dans la menace fantôme. Exactement, dans ces épisodes-là de Star Wars. C'est vraiment très intéressant, des decks que toi-même t'as travaillé avec, si je me trompe pas, Qui-Gon et Anakin. Oui. Vraiment des decks concept qu'on a vus dans les films. C'est des decks que je trouve très intéressants. Ça rajoute quelque chose, je trouve. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Penses-tu que ton B1, si je me monte un deck de Gungan quand ça sort, ton B1? Ça serait à voir. On va faire une partie en ligne pour voir. Ça pourrait être très intéressant. Je l'ai le deck, en vrai, les 5 B1. Je les ai déjà joués d'ailleurs en tournoi. C'est quelque chose de rigolo. Mais c'est pas assez rapide. On va revenir là-dessus à la prochaine épisode. La rapidité du jeu, c'est quelque chose d'essentiel actuellement. Quand on sort avec 3-4 personnages, le temps de les activer, le temps de faire de la synergie dans laquelle tu parles, ça prend un certain temps que l'adversaire peut nous enlever, finalement, en détruisant les personnages avant qu'on ait l'opportunité de les exploiter à leur plein potentiel. Mais on veut avoir aussi votre opinion par rapport à ces cartes-là de Gungan. Oui, votre opinion. En fond de tout, on va clore l'épisode avec ça. Ça va toujours terminer avec la capsule prémonition.
On vous remercie de nous avoir écoutés. Vraiment, c'est le premier épisode. On était un peu stressés. On espère que vous avez eu du plaisir. Si vous avez eu du fun, aimez la page, partagez. Envoyez ça. Tu sais, la communauté française, on vous dit, est pas assez représentée. On est là pour la représenter pour vous. Écrivez-nous en message privé sur la page, des commentaires. On va publier des petites choses. Donc, gênez-vous pas. Partagez, aimez, faites-nous signe. Dites-nous si vous avez eu du fun. Commentaires constructifs aussi. Ça, c'était bon, ça, c'était pas bon. Gênez-vous pas. On va le prendre à cœur, puis on va essayer d'améliorer pour que vous donniez le meilleur podcast possible. Au revoir tout le monde. Bonne soirée.